Bonjour tout le monde. Ben, je dis tout le monde. Je vois 129 personnes inscrites, ça fait pas mal de tout le monde, ça. Je sais pas combien de personnes on attend, hein, Martine, j'ai pas vérifié la dernière liste. 130 personnes présentement. Et non, mais il me semble que c'était pas mal tout le monde, là. On aurait pas mal tout le monde déjà. Fait. Oui. On est supposé commencer à 2 heures. Ouais. Puis c'est ça, c'est que l'atelier d'avant, il a pas mal fini à 2 heures moins 30 secondes. On va se débrouiller avec ça. Mhm. C'est pas très grave. Attends un petit peu encore parce que je viens d'avoir je pense que c'est plus 150 qu'on avait. Fait que peut-être attendre un petit 30 secondes. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, il y en a qui me disent que ça va bien aller. Puis dans l'atelier d'avant, il me semble que j'ai entendu quelqu'un dire le contraire. Oui, hein? Comme ça. Fait que je te quitte visuel, mais Oui, je suis en arrière de toi. oui, c'est derrière moi. Loin, loin derrière moi. Ben, je vais partager mon écran en espérant que je partage le bon. Je me suis branché sur 2 écrans. Je pense que ça ne permet pas le partage de 2 écrans, ça. Martine, peux-tu me dire ce que tu vois? Est-ce que tu vois le VIA ou tu vois mon sondage? Je pense que c'est certain de ce que je partage. Vous voyez le VIA, merci Annie. On va changer l'affichage d'abord. Ça veut dire que si je fais ça comme ça, vous voyez sûrement mon sondage Mentimeter. On va par-dessus VIA, c'est ça. OK, parfait. Ben, je voulais savoir à qui on s'adressait. Fait que vous allez sur menti.com. On va vous demander un code. Vous rentrez le code à 7 chiffres qui est là, le 6714836. Puis vous répondez à la question du jour, qui est une question très invasive dans votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes enseignant, conseiller pédagogique, membre de la direction, ou si vous faites autre chose dans votre vie? Ben, en fait, ça ne vous empêche pas de faire d'autres choses, même si vous êtes enseignant ou peu importe, là. Je pense qu'il y a une tendance qui se passe déjà après 23 votes. On est déjà dans une tendance lourde. OK. Euh, juste, ah non, ça change rien. Vous êtes l'enseignant? Ouais, on dirait qu'on a comme une majorité, Mhm. hein? Il y a Francis qui dit que ça a l'air d'un vote républicain, oui. Si vous avez remarqué, on l'a fait en ligne seulement. Ceux qui ont envoyé des réponses par la poste, on les a jetés. Bon, OK. Quand même C'est bon. une grande majorité d'enseignants. Ah, Julie qui demande comment aller voter. En fait, vous voyez en haut l'adresse menti.com. Donc, vous allez dans une fenêtre ou sur votre téléphone ou sur une tablette. Vous allez sur menti.com. On va vous demander un code. Vous rentrez le 67 14 83 6. Vous avez Valérie qui vous a mis un lien dans le clavardage pour vous sauver du temps si vous le cherchez toujours. Merci Valérie.
Jérôme qui demande s'il y a juste une slide. Non, je vais avoir un autre slide après, mais je vais commencer par savoir avec qui je faisais affaire. Mais il y a une deuxième question qui va suivre. Donc, on est vraiment... Ah, Valérie vous a copié le code. Merci Valérie dans le clavardage aussi. OK. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'enseignants. On est content de vous avoir parmi nous dans cet atelier sur les communautés d'apprentissage. Je vais aller à ma deuxième question qui était, oups, qui était dans quel programme vous œuvrez? Je voulais juste avoir une idée quel programme. C'est un peu vaste service, fait que vous voyez que on a plusieurs programmes quand même. Ouh! Transport par camion, vous avez l'air d'être une majorité présentement. On a des gens en comptabilité, en foresterie, en coiffeur, en électricité, électromécanique, service de restauration. OK, quand même pas mal de choses diversifiées. J'ai passé infographie, j'ai passé dessin de bâtiment, élagage, bénisterie, régulation de vol. Il y a quelques programmes, quand on les lit, on a comme une idée dans quel centre vous travaillez. OK. Je vais arrêter mon partage. Vous pouvez continuer de voter quand même. C'est juste que je voulais avoir une idée des gens avec qui j'avais affaire, en fait. Euh, donc, ce qu'on va faire ensemble pour la prochaine heure et quart, un petit peu moins parce on est déjà 2h05, mais on fera comme les autres, puis on débordera par la suite. Euh, L'idée de cet atelier-là, donc, c'est d'avoir une communauté de pratique, d'avoir des échanges sur comment vous débrouillez présentement. C'est sûr qu'il y a comme une petite question en dessous qui est comme comment vous vous débrouillez dans le contexte de la pandémie. Euh, En fait, je vais vous inviter à ouvrir aussi un document collaboratif. Je vais afficher l'adresse à l'écran à quelques secondes. Voilà, comme ça. Là, faut que je repartage mon écran pour que ça fonctionne. J'ai euh, j'ai eu l'idée de préparer un document collaboratif en pensant à la rencontre qu'on allait faire aujourd'hui parce que je me disais que ce serait une bonne façon aussi de garder des traces un peu de ce qu'on pourrait avoir comme échange. Puis aussi, ben, compte tenu que je savais qu'on serait très nombreux, on est déjà 153 personnes de connectées ensemble, je me suis dit, ben, ça pourrait aussi vous permettre de vous exprimer à la fois à l'écrit et vous ne vous gênez pas non plus pour vous exprimer avec votre caméra, votre micro. Donc, en ouvrant le document collaboratif, vous allez voir, j'ai une première question. Parce que dans notre approche, on s'était dit qu'on allait parler entre autres des stratégies que vous utilisiez. Puis ça peut être effectivement en lien avec le contexte actuel de la COVID ou en général, c'est quoi les stratégies que vous avez mis en place pour vos élèves? Donc, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont déjà en train de se lancer sur des stratégies. Mais donc, l'idée, c'est que euh, une des avantages de notre journée pédagogique nationale, c'est de briser l'isolement puis de briser le fait que vous êtes seul dans votre centre tout le reste de l'année. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre en commun des idées comme ça. Donc, je vous invite, si vous voulez, en haut de la fenêtre de VIA, vous allez voir que... voyons, j'ai oublié que j'étais en partage d'écran. Dans le haut dans votre fenêtre VIA, plutôt à gauche, en haut, vous avez une main. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir en tout temps. Euh, Évidemment, ben c'est ça, l'idée, c'est de vous entendre sur des choses que vous voulez partager avec les collègues. Donc, ce serait quoi vos stratégies présentement? Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les stratégies pour la formation à distance.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des plateformes comme Teams, comme Google Classroom. J'ai vu du Moodle. J'ai vu Lara, ça c'est en transport, si je ne me trompe pas. Donc, je vois qu'il y a plusieurs. Martin, c'est supposé d'être en partage d'écran parce qu'on ne voit pas ce que toi tu vois, là. Non, j'ai pas. Ben, j'avais arrêté. Je pourrais remettre le partage d'écran, en effet. J'avais ouvert dans une fenêtre à côté ce que vous avez écrit, mais en fait, c'est ça. J'ai juste ouvert une fenêtre là, d'un document Google, puis je regarde ce que vous avez écrit. Si vous ouvrez le lien que je vous avais mis à l'écran, vous allez être capable d'être directement dans le document. Peut-être je vais le remettre ici, le lien. Comme ça. Donc, si vous ouvrez le lien qui est ici, tiny.cc/jpnfp-501, ben, vous allez être en mesure d'écrire vos idées. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de dons, comme je vous disais, de Teams, de Google Classroom, tout ça. Mais encore, une fois que vous avez une plateforme, comment vous procédez? Est-ce que vous prenez des présences? Est-ce que vous restez branché pendant les 3 heures de l'avant-midi, les 3 heures de l'après-midi? Est-ce que vous vous déconnectez? J'aimerais ça vous entendre là-dessus pour avoir un petit peu plus de précision sur comment vous procédez par rapport à vos stratégies. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer sur le sujet? Je ne vois pas de main levée pour le moment. Ah, vous n'avez pas de main, vous autres? Là, Je viens de voir ça. non, ils n'ont pas de main. Ça, moi, je vois plus le clavardage, là. Puis, est-ce que vous avez le micro quand même, là? Je vois plusieurs noms. Si vous voulez juste me dire dans le clavardage, Marie-Ève a dit que vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas non plus de micro. Bon, ça va bien aller. Je pensais que vous aviez le micro pour pouvoir. Il y a un mot à genre. En fait, je pense qu'on peut autoriser tout le monde à activer son micro, hein? Non, je vois pas l'option. On était supposé de pouvoir vous accorder. Ben, écoutez, on va se débrouiller autrement, c'est pas plus grave. Je vais juste ça. Donc, pas de caméra, pas de micro. Le clavardage seulement. Je vais envoyer un message à Jean. Ouais, j'ai vu qu'il connectait avec nous. Ben, en fait, je vais me permettre d'intervenir à cause du nombre de participants qui est très élevé. On a été obligé de mettre le mode webinaire. En mode webinaire, les participants n'ont pas la main ni le micro et caméra. Ah bon, ok. Merci Jean-Christophe. Ben écoutez, les gens, je veux juste je vais surtout vous dire qu'est-ce qu'il y en a, c'est que lors de la pratique, on avait accès au micro-caméra, donc j'étais convaincu que je pourrais vous écouter parler. Là, ce que je viens d'apprendre, c'est que je vais parler tout seul. C'est pas grave. Vous allez voir, j'ai une belle petite voix pour vous endormir. Je me suis pratiqué, j'ai été prof. Mais naturellement, les questions peuvent aller dans le clavardage, puis moi, je peux te donner. Oui, vous allez voir, de toute façon, je suis habitué de parler tout seul, j'ai une bonne pratique, j'ai été prof à l'université assez longtemps. Donc, OK. Il y en a qui disent qu'ils faisaient des vidéos de 15 minutes pour mettre sur une chaîne YouTube, des documents sur le Drive, des jeux de révision. Parfait. Valérie demande si on peut faire des sous-groupes. Ça n'a pas été prévu. Puis, j'avoue que si j'avais su les conditions, peut-être qu'on aurait pensé autrement, mais vraiment, encore une fois, ça là-dessus, je suis désolé. On a pratiqué puis on s'est préparé la semaine dernière, on nous a tout montré comment vous donner accès au micro et aux caméras, mais apparemment, vous ne les avez pas. Donc, ouais. Je comprends pas pour Pierre qui dit qu'il n'est pas capable d'écrire sur le Google Doc, parce que normalement, ça devrait fonctionner. Euh, là-dessus, j'avoue que je suis un peu surpris. Je vais remettre le lien. Peut-être, faudra voir c'est qui écrivait ça, donc ça bouge. Pierre Gauthier disait qu'il n'avait pas qu'à l'écrire sur le Google Doc. Peut-être vous assurer que vous l'ouvrez dans un navigateur. tiny.cc/jpnfp-501. Euh, Martin, les gens demandent d'arrêter de partager. Ils veulent voir le clavardage aussi. Ah! Pour voir le clavardage, peut-être expliquer, Martin, comment voir le clavardage pour les gens qui ne sont pas familiers avec VIA. OK. Puis, à ce moment-là,
comme je dis, on peut y aller avec les questions sur le clavardage et ceux qui veulent partager avec le clavardage. Ben là, tu me dis que vous ne voyez pas le clavardage, c'est parce que c'est moi qui l'avais fermé? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu le vois maintenant? Non, moi, je pense que les gens ne savent pas comment aller sur le clavardage, peut-être avec l'IA. Donc, peut-être juste, il faut peser sur le bouton public pour que les gens sachent qu'il faut aller au clavardage. Oui, ben en fait, le clavardage devrait être à gauche de l'écran, en bas. Normalement, vous êtes capable de monter, peut-être vous devriez voir le titre en bleu chat, vous êtes capable de le monter puis voir le clavardage. Mais il y a aussi la petite roue en haut à droite que vous devriez avoir. Donc, dans la petite roue, c'est pour les paramètres. Vous avez l'option chat. Quand vous cliquez sur chat, vous allez avoir une option qui est d'ouvrir dans une fenêtre. À ce moment-là, vous allez voir le clavardage au complet. Vous allez pouvoir ajuster pour en voir plus en même temps. Mais bon, on va parler plus de la technologie puis de comment on s'est branché aujourd'hui que de vos stratégies. Ça serait un peu triste si ça arrivait, mais bon, ça fait partie. Je l'ai entendu ce matin dans une des rencontres, quelqu'un disait ben ça fait partie de la beauté de la technologie. Tout à fait. J'ai aussi vu ce matin qu'il y a des gens qui mentionnaient dans une des rencontres à laquelle j'ai assisté que malheureusement, on n'est pas en mesure de choisir toujours nos technologies. Je vous comprends très bien. Ma commission scolaire, on a choisi, le service informatique a choisi Teams et ça ne fait pas toujours mon affaire, mais on n'a pas le choix. Et j'essaie d'aller vous relire rapidement. Je vois beaucoup de Teams. Je vois beaucoup qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des capsules vidéo. Donc, je vois beaucoup de YouTube. J'ai Elodie qui nous parle de Foam. Je ne connais pas Foam. Ça m'intrigue un peu. Je vais sûrement aller fouiller plus tard. Des présentations Teams, du Zoom, du Classroom, du Quizzes. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont essayé ça, Quizzes. Des partages OneDrive, les Google Drive, ça fait partie des choses qu'on utilise. Pour les gens qui voudraient copier le HTTP dans le clavardage, en fait, vous ne pouvez pas le faire avec. Je pense que quand vous le faites avec les touches, que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne avec la souris. Là, je viens de copier dans le lien, pour ceux qui voudraient, là, le lien vers notre document. Il y a Martine qui nous demande comment vont les sanctions. Effectivement, on a présentement une situation un peu particulière parce que on donne nos cours à distance, mais il faut faire des examens de sanctions, évidemment. Puis les évaluations de sanctions, ben, on est obligé de les faire en présence. J'ai Nathalie qui me demande c'est quoi mes coups de cœur. En fait, parmi les coups de cœur que j'aime bien, puis là, pour une raison que j'ignore, je ne réussis pas à l'activer aujourd'hui, mais un de mes coups de cœur, c'est de brancher sur mon laptop une caméra externe. Puis brancher, mais je ne réussis pas à l'activer. Puis brancher, mais je ne réussis pas à l'activer. Il semble qu'il y a quelque chose qui fait que je ne puisse pas l'activer. Mais entre autres, ben, c'est ça, le fait d'utiliser une caméra externe, des fois, ça nous permet de montrer des choses. Vous avez beaucoup de cours où il y a du travail à faire, par exemple, sur des logiciels ou sur du matériel. Ben, le fait d'avoir une caméra externe que vous êtes capable de placer, ça vous permet de faire une démonstration plus simple que quand vous essayez de manipuler quelque chose devant la caméra de l'écran. Sinon, pour les coups de cœur, vous avez vu, j'ai utilisé Mentimeter. Je vous dirais que pour la formation à distance, c'est quelque chose que je vais utiliser sur une base fréquente, d'avoir des outils pour aller chercher l'interaction. Particulièrement dans des situations comme aujourd'hui où là, vous n'avez pas vraiment les options pour pouvoir allumer vos caméras, vos micros et interagir. C'est encore plus pertinent d'avoir des outils de vote. Donc, ça fait plusieurs années que j'utilise Mentimeter. C'est vraiment un outil que j'adore parce que c'est facile de créer des questions très, très rapidement avec Mentimeter. Puis une fois qu'on les a créées, c'est super facile de les partager aussi
Ça fonctionne bien avec les téléphones, ça fonctionne bien avec les tablettes, donc ça peut être pratique aussi. C'est difficile des fois d'avoir accès à des ordinateurs ou des laboratoires informatiques. C'est très, très facile d'avoir accès à des téléphones quand on a des étudiants. Donc, c'est sûr que ça fait partie des choses que j'utilise beaucoup. L'autre coup de cœur que j'ai... Marqué dans le clavardage, Martin, s'il te plaît. Oh, excusez, je n'avais pas vu. Le nom, Mentimeter. Je vais aller l'écrire dans le clavardage. Ah ben, j'ai vu qu'il y a des gens qui l'avaient écrit, là. Je vais le réécrire aussi. Mentimeter. Mais parce qu'on est à distance, cher. Je vais aller récupérer mon document. J'ai Mentimeter d'ouvert. Oui, je l'ai ouvert ici, je pense. Oui, voilà. Je vais partager mon écran et vous montrer un peu l'envers du décor. Non, c'était pas ça, c'est l'autre bouton. Partager. Non. Là, j'ai de la fou, je me souviens plus comment je fais le partage d'écran, ça va bien ici. Ah oui. Partage d'écran. Partager mon écran. Alors, ici, vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre de Mentimeter. Ce qui est fun avec Mentimeter, c'est que je peux créer une question rapidement. Donc, aimez-vous les visioconférences? Je crée la question comme ça devant vous, rapidement. En fait, j'ai donné le titre à mon activité. J'ai différents types d'interactions que je peux choisir. Je vais aller avec un choix de réponse. Donc, je vais créer ma question qui va apparaître à l'écran. Aimez-vous les visioconférences? Comme ça. Puis là, je peux écrire mes choix de réponse. Oui, beaucoup. Oui, un peu. Puis, pas du tout. Et là, j'ai donc créé ma question. La question est terminée. Je peux déjà la présenter. Puis là, vous avez vu que la question est déjà en ligne. Si vous voulez aller voter, vous avez directement l'adresse en haut, menti.com. Puis vous avez le code 92 49 423. Donc, ça vous permet de créer une question rapidement, puis de créer de l'interaction avec vos élèves. On a vu ce matin, dans une des présentations, entre autres avec M. Charland, à quel point c'est important de rester en relation avec nos élèves. On a vu aussi comment c'était important de créer de l'interaction. Hein. M. Boudreau aussi nous a parlé de l'importance de la rétroaction puis de l'interaction pour aider les apprentissages. Donc, le fait de pouvoir créer une question rapidement, ça peut être super intéressant. En plus d'un Mentimeter, ben, il y a des options. Par exemple, je pourrais décider de cacher les résultats. Fait que là, on voit dans l'écran en bas, je vois qu'il y a 17 personnes qui ont voté, mais les résultats n'apparaissent pas tout de suite. Fait que des fois, je veux pouvoir cacher les résultats. C'est des résultats que je peux aller rechercher plus tard aussi. Mais ça permet une interaction très rapide, puis on voit tout de suite qu'est-ce qu'il y en est. Voilà pour celle-là. Je vois une question de Josiane qui demande, pour l'aspect pratique, jusqu'où on va. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, Josiane. Est-ce que tu pourrais juste préciser, c'était quoi ton... Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise plus précisément? Jusqu'où on va par rapport à qu'est-ce qu'on peut enseigner à distance pour les ateliers, j'imagine? C'est tout ça? Je ne suis pas certain. Ah, je viens de voir aussi qu'il y avait Annick qui avait écrit évaluation fin de la sanction. Vous avez déjà chez vous une structure en ligne. C'est ça, les évaluations sont en salle. Oui, en général, ben pas en général, le ministère euh, vraiment insiste pour que les évaluations se fassent sur place pour le moment. Ben, je dis pour le moment parce qu'il n'y a aucune, à ma connaissance, aucune discussion pour changer ça. Je connais un centre où il y a une exception, mais ils ont une autorisation du ministère. En général, on n'est pas autorisé à donner
évaluations à distance, fait qu'effectivement, c'est plus en salle que ça se passe. Josiane Ducharme, je vois toujours pas de précision sur ta question par rapport à l'aspect pratique de l'AFP, puis je ne sais pas trop comment prendre ta question en fait. C'est pour ça que j'aimerais ça si tu peux me préciser un peu. Là, je te tutoie, pourquoi? Parce que c'est plus facile pour moi de te tutoyer, mais je peux te vous voyez si tu préfères. Mais pour l'aspect pratique de l'AFP, je vais aller avec ce que je comprends de la question. En fait, si on veut enseigner un aspect pratique en formation professionnelle, une des difficultés qu'on a, c'est que les gens n'ont pas accès nécessairement aux outils à distance. Donc, c'est sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles rapidement, au printemps dernier, on a réouvert les ateliers en trouvant des mesures de distanciation. Mais il y a des choses qui sont très, très difficiles à enseigner à distance. Martine, tu voulais intervenir? Je veux juste avertir les gens, je crois que Martin, tu peux réactiver leur micro maintenant. Vérifie si tu peux activer les micros et les mains levées, tout ça. Je pense que les gens ont accès maintenant. Je pense ça. Ok, je vais essayer d'aller voir, mais je sais pas, moi de mon côté, je vois rien là-dessus. Tu vois quelque chose, toi, Martine? Jean-Christophe me dit que c'est supposé de fonctionner. Je ne sais pas si tu actualises. Et moi, là, j'ai de la difficulté. Là, je ne peux pas t'aider à faire ça. Là, Jean-Christophe vient à notre secours pour réactualiser la page. C'est peut-être parce que je suis en partage? Non? Je vais arrêter le partage, mais ça semble pas être ça. Nicole, elle nous confirme que pour l'instant, de leur côté, ils n'ont rien. Écoute, je vais poursuivre, mais effectivement, si Jean-Christophe réussit à activer quelque chose, ce serait bien. Mais sinon, on va se débrouiller comme on en était. Annick, elle nous parle du modelage étape par étape. Effectivement, pour enseigner de la pratique, ça a été mentionné à plusieurs reprises dans plusieurs recherches. Le meilleur modèle, ça reste l'enseignement explicite qui passe par un modelage. Donc, je montre aux étudiants comment moi je le fais. Ensuite, si on est capable, on leur fait faire une pratique guidée, c'est-à-dire qu'ils font, mais on leur dit étape par étape comment faire. Puis après ça, il faut qu'ils le fassent souvent. Puis l'exemple d'un apprentissage pratique que j'utilise dans plusieurs présentations, c'est attacher ses souliers. Ma fille, une journée, j'étais en train de la préparer pour la garderie. Puis là, je l'entends me raconter, puis là, il y en a plein parmi vous qui m'ont entendu déjà le dire, mais elle se met à me raconter, donc elle se met à dire, je fais un arbre, je prends le lapin, je fais le tour de l'arbre, je mets le lapin dans le terrier, puis je tire sur l'arbre, je tire sur le lapin. C'est une petite histoire qu'elle t'a fait apprendre au CPE pour attacher ses souliers. Puis elle a retenu l'histoire au début parce qu'elle en avait besoin pour pouvoir pratiquer. Mais au fil du temps, à force de faire une boucle sur ses souliers, elle en est qu'elle n'a plus besoin d'avoir la théorie puis les étapes décrites une par une parce que c'est automatisé. Mais l'apprentissage d'une pratique, un apprentissage d'une procédure, ça se fait d'abord et avant tout par la pratique. Il faut le faire souvent. Puis des fois, on va donner les étapes aux gens au début, mais au fur et à mesure, on n'aura pas besoin. Euh, C'est ça, ben là je vois un commentaire de Martin qui comme les gens n'ont pas le matériel pour faire les choses à la maison. Fait que c'est sûr qu'il y a il y a certaines des compétences que vous enseignez qui ne peuvent pas se faire autrement que de le pratiquer en atelier. Ce qu'on peut faire par contre, puis que les études ont démontré, c'est qu'on peut leur faire voir une vidéo pour qu'ils se préparent d'avance. Par exemple, si je veux montrer une nouvelle procédure en atelier, je vais me filmer en train de la faire, puis j'envoie la vidéo aux élèves à l'avance pour que quand ils arrivent en atelier, ils ne perdent pas de temps à comprendre ce qu'il y a à faire. Ils ont déjà vu l'exemple. Puis les études démontrent que si vous allez dans cette voie-là, il faut filmer la procédure vraiment comme si vous avez les caméras dans le front ou sur votre épaule pour qu'ils voient vos mains comme vous les voyez. Puis ça va faciliter au niveau de leur cerveau. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau neurologique, le cortex moteur, juste le fait de voir des mains qui ressemblent à mes mains, ça va les aider. Le cortex moteur va déjà se préparer à se pratiquer à faire les mouvements. Donc, ça, préparer des capsules à l'avance pour qu'ils ne perdent pas de temps, mais clairement, ça prend les outils ou
l'accès à l'atelier pour se pratiquer. L'Annie-Claude qui nous dit, ben, ma formation est surtout en pratique, c'est le cas de plusieurs des formations, évidemment. Effectivement, ça serait un problème si on en venait qu'à fermer les centres. On va souhaiter que ça n'arrive pas, mais c'est sûr que ça va être un problème si ça arrive. Comme je vous dis, préparer des, euh, des vidéos à l'avance, ça va être à peu près la piste à explorer. Josiane, elle me permet de la tutoyer, merci. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour qualifier vidéo pour faire des démonstrations? Bien, évidemment, à cause des outillages et tout ça, ça reste quand même ce qui est le plus simple. J'ai Jean-Christophe, notre soutien technique, qui me confirme qu'on n'aura pas accès au micro pour caméra, là, donc on oublie ça. Il y en a qui ont procédé en enseignement à distance, qui ont transmis des kits aux élèves. Ça, j'ai entendu parler de ça. C'est sûr que ça dépend de ce que vous enseignez. C'est plus difficile d'envoyer un kit avec une soudeuse à arc électrique, mais il y a certains outillages qui peuvent être envoyés ou certaines pratiques qui peuvent se faire à distance. Tout à fait. Je vois en même temps que dans le texte que je vous ai partagé, j'avais comme séparé pour moi les outils Internet et les stratégies. Puis dans les stratégies, vous m'avez nommé beaucoup des outils Internet. Mais ce que j'avais le goût de savoir de votre part, c'est les stratégies. Donc, est-ce que vous donnez des consignes aux élèves à l'avance parce que demain le cours va être à distance? Est-ce qu'il y a des choses de ce genre-là que vous essayez chez vous? C'est un peu ça que je voulais voir. On a Nathalie qui dit Vidéo Ant est très intéressant pour annoter des vidéos. Je ne connais pas Vidéo Ant. Donc, mais ce que je comprends, ça doit ressembler un peu à ce que j'ai vu déjà dans H5P. Dans H5P, j'ai vu ça, des vidéos où on pouvait, à des moments précis de la vidéo, faire apparaître un texte avec des annotations, des commentaires. On peut faire une pause, puis donc annoter la vidéo comme telle. J'imagine, Nathalie, que c'est quelque chose qui ressemble à ça, là, ce que tu me parles, Vidéo One, je ne connais pas, là, mais ça doit être ça. Euh, Oui, Annick, elle nous parle de faire des guides avec des photos et des fichiers audio. Oui, effectivement, parce que des fois, la caméra, c'est difficile. Je pense que c'est ça, il y avait le commentaire auquel on répond, c'est que si à part les capsules vidéo, il y a d'autres choses. Oui, effectivement, Annick a raison. Je l'ai déjà enseigné à l'université aussi pour les cours où il y a des procédures à apprendre. J'avais suggéré de faire effectivement des photos, puis d'avoir un document qui donne les étapes. Encore une fois, comme pour l'histoire que je racontais par rapport à ma fille qui attachait ses souliers, ça prend une histoire ou une procédure avec des étapes qui font que je suis capable de reproduire le geste. Puis au fur et à mesure que je reproduis le geste, mon cerveau apprend à l'automatiser, puis là, je vais vraiment être compétent à poser un geste. Fait que si on n'a pas la vidéo, le montage photo peut faire l'affaire. Mais puis là, je sais que je me répète pour certaines personnes qui m'ont déjà entendu, mais je vais supposer qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'entendaient pour la première fois. Pour ce qui est des vidéos, souvent les gens vont se dire, ah oui, mais là, ça prend du montage, ça prend quelque chose de. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, vous avez tous vu l'incendie du train à Lac-Mégantic. Il y avait du feu partout, tout ça. Ben, c'était pas des caméramans de Radio-Canada qui étaient sur place, c'était pas des gens de TVA qui étaient sur place, c'était des gens qui filmaient avec leur téléphone puis qui ont partagé les images qu'ils ont prises avec les réseaux de télévision. Puis il n'y a personne qui s'est plaint de la qualité. Fait que des fois, on se met la barre trop haute pour rien avec les vidéos. Faites une vidéo, puis faut pas trop le prendre personnel, ou quoi que ce soit. On s'en fâche si nos phrases sont hésitantes ou quoi que ce soit. L'important, c'est qu'il y ait une vidéo puis une référence pour que les élèves puissent apprendre. Fait que, au niveau de la vidéo, souvent, vous, comme vos élèves, vous avez accès à un téléphone, puis avec le téléphone, vous êtes capable de faire plein de choses par rapport à de la vidéo. Euh, oui, Wedad qui parle de faire une réunion seule sur Teams. J'ai une collègue qui fait ça, effectivement. Pour ceux d'entre vous qui avaient Teams, ben dans Teams, on peut faire des visioconférences puis les enregistrer. Mais on peut aussi, dans notre équipe, partir une visioconférence, l'enregistrer puis pas connecter les élèves. Puis automatiquement,
ça devient accessible par les outils de Microsoft. Fait que c'est une très bonne façon, effectivement, aussi là, de pouvoir faire une démo. Puis en plus, dans Teams, vous êtes capable aussi de partager l'écran. Fait que si vous voulez enregistrer ce que vous faites à l'écran, vous enregistrez une visioconférence Teams, puis vous faites le partage d'écran, ça va fonctionner. Aussi, j'ai une collègue qui fait ça beaucoup. Annick a dit, quand tu enseignes à distance par ton province, oui, la connexion Internet, ça, j'avoue que c'est un problème. En fait, avant d'enseigner, j'ai eu mon entreprise en informatique, puis effectivement, c'est quelque chose que moi, je connais comme problématique, qu'on oublie souvent quand on est dans le Grand Montréal, parce que, bon, il y a à peu près la moitié de la province qui est dans le Grand Montréal ou proche de la capitale nationale ou des régions comme ça, où l'Internet haute vitesse est facile d'accès, tout le monde y a accès facilement, mais il y a effectivement plein d'endroits au Québec, en province, où l'accès Internet est plus difficile. Fait qu'effectivement, là, ça devient un défi. Mais je vous dirais que pour la majorité des gens, si vous faites des vidéos et que vous les déposez sur YouTube, YouTube gère assez bien le fait qu'il y a une connexion à une basse vitesse. Fait que, généralement, je vous dirais que vos élèves ils finissent par avoir accès à leurs vidéos si vous les déposez sur YouTube. Mais c'est vrai que ça reste un défi. Euh, les ados qui sont un jour sur deux en direct, ça prend de la bande passante, oui. Ben, c'est sûr que si vous voulez avoir quelque chose de live avec vos élèves, c'est plus difficile, effectivement, si la bande passante n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que le principe peut-être de classe inversée peut être intéressant. Dans le fond, si vous enregistrez des présentations, des courtes présentations, je ne vous suggère pas de faire des 2 heures de présentation, mais des courtes présentations sur des sujets, vous les envoyez à l'avance à vos élèves pour qu'ils puissent la regarder. Puis là, à ce moment-là, quand vous vous branchez avec eux, ben, vous pouvez juste répondre à des questions ou donner des informations supplémentaires. Fait que là, on n'est pas obligé d'activer les caméras, c'est moins nécessaire. Euh, puis, ben, comme là, présentement, vous n'avez pas accès à vos caméras et vos micros, mais on réussit quand même à se parler parce que vous avez le clavardage. Puis ça, le clavardage, même avec un Internet, avec une bande passante plutôt basse, vous allez arriver quand même à dialoguer. Je vous dirais que c'est pas ce qui est le plus intéressant, dialoguer tout seul avec un clavardage. J'en sais quelque chose, mais des fois, ça reste quand même la meilleure option. Fait on peut y aller avec celle-là. Annie-Claude qui dit en ouverture du cours en meeting vidéo sur Teams, suivi de travaux sur Moodle. Oui, dans le centre où je travaille, c'est vrai qu'il y a moins d'apprentissage procéduraux, mais dans tout ce qui est théorique, en tout cas, j'ai une enseignante qui fait ça. Elle va se connecter avec ses élèves. La prise de contact, on en a parlé ce matin dans une des présentations, la prise de contact avec nos élèves. Comment ça va? Tout le monde est en forme? S'occuper un peu du côté affectif, renforcer notre lien puis notre relation pédagogique avec l'élève, puis ensuite enchaîner avec bon ben maintenant je vous ai déposé tel fichier, je vous ai envoyé telle vidéo, je vous laisse regarder ça, je reste disponible pour des questions, aller travailler ça. Fait qu'effectivement pour la journée où ils sont chez eux. Puis effectivement, si vous faites des suivis de travaux avec Moodle, pour ceux qui l'ont utilisé, vous savez à quel moment l'élève a ouvert le document, vous savez à quelle heure il l'a fermé, vous savez quel document il a vu, quel document il n'a pas vu. Fait qu'effectivement, pour le suivi avec Moodle, il y a des options vraiment intéressantes. J'ai une équipe à Saint-Jérôme avec laquelle je travaille qui a fait installer un plugin de barre de progression. Et dans la barre de progression, on a d'un coup d'œil dans une page il y a la progression des élèves, quels travaux ils ont fait, quels travaux ils n'ont pas fait. Donc, ça peut être vraiment pratique, effectivement, d'avoir quelque chose de cet ordre-là avec Moodle. Je viens d'avoir un flash. Je viens d'avoir une idée folle. Je vais vous présenter un autre coup de cœur que j'ai découvert dernièrement. Je vais juste essayer de me rappeler de mon mot de passe. En fait, il s'agit de Flipgrid, un outil que j'ai découvert pendant les confinements. Euh, c'est ici que j'ai créé ça. Flipgrid, en fait, c'est un service Internet qui offre en plus des outils gratuits pour les enseignants, puis dans lequel vous créez une espèce de discussion, euh, une discussion que les élèves peuvent participer. Je vais en créer une tout de suite. On va s'amuser. Comme ça, comme ça.
Communauté pratique. Comme ça. Je vais vous copier dans le clavardage un lien. Flipgrid. Puis je vous explique qu'est-ce que c'est. En fait, Flipgrid, c'est un site internet où les gens peuvent aller pour s'enregistrer avec une webcam, puis enregistrer un petit message. S'il y en a qui veulent l'essayer, donc avec le Flipgrid que je viens de créer, vous pourriez aller sur le site, puis vous pourriez cliquer. Je pense que je l'ai. Attends, j'avais pas tout fait. Je me suis trompé. Il fallait que je crée un sujet. Je n'ai pas envoyé le bon lien. Ça s'appelle improviser, fait que ça va avec. Je viens de vous renvoyer un deuxième lien de Flipgrid qui va vous permettre d'aller dans une discussion puis d'enregistrer un message, une question, un commentaire. Fait que vous allez arriver sur la page de Flipgrid. Je vais vous partager l'écran rapidement pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, quand vous arrivez sur la page, vous avez un gros bouton rouge qui est enregistrer une réponse. Puis là, j'ai pas pris la peine de m'assurer que c'était en français, fait que c'est en anglais. Record a response. Fait que si vous allez sur le lien que je viens de vous envoyer, vous êtes en mesure d'enregistrer une petite capsule très courte où vous pourriez m'écrire, pas m'écrire, mais m'enregistrer une question ou un commentaire que vous avez. Et ce que j'aime avec Flipgrid, c'est que justement, vu que c'est vidéo, mais c'est asynchrone, ben justement, si la bande passante n'est pas très élevée, vous êtes capable quand même de créer un dialogue. Fait que ça peut être intéressant à utiliser. J'ai des questions sur l'enseignement individualisé. Il y a quelqu'un qui dit Moodle, c'est dispendieux. En fait, c'est vrai que généralement, Moodle comme tel est gratuit, mais il doit être hébergé sur un serveur, puis l'accès au serveur, ça peut être dispendieux. Puis en fait, le problème avec ça, c'est qu'en général, les commissions scolaires ne veulent pas l'héberger, Moodle, donc ils vous envoient dans les services extérieurs. C'est le cas de ma commission scolaire, puis effectivement, là, ça coûte quelques milliers de dollars par année. Mais je vous dirais que les enseignants chez nous considèrent que, pas les enseignants, mais les centres considèrent que ça valait la peine, donc ils ont investi là-dedans. En individualisé, ben justement, Flipgrid, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes en individualisé parce que les élèves peuvent poser des questions, puis vous pouvez leur répondre par Flipgrid, puis comme c'est en vidéo, des fois c'est très rapide. Sinon, pour l'individualiser, c'est sûr que je trouve que les plateformes comme Moodle, mais on a aussi TickFP qui est encore disponible et qui permet aussi de créer des plateformes de cours. Ça vous permet de préparer des activités asynchrones, puis que les élèves aient des rétroactions rapides et donc qu'ils puissent être assez autonomes dans plusieurs des apprentissages. Évidemment, c'est plus pour les apprentissages théoriques que c'est possible. Pour le pratique, ça devient très complexe, évidemment, mais les enseignements procéduraux pratiques sont complexes de toute façon, même avec des groupes. Robert dit j'ai 24 élèves, 24 matières différentes en temps réel. Oui, ben en fait, c'est le milieu où je travaille présentement. C'est pas mal comme ça que ça se passe aussi. Chez nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser des clavardages. Dans le cas qui nous occupe présentement, on utilise le clavardage de Teams, mais jusqu'à récemment, on utilisait un clavardage qu'on avait créé dans un document Google. Donc, il y a plein de façons. Mais ce qui était le fun, c'est que les élèves posaient des questions et les autres élèves pouvaient aussi poser des questions. Mais ce qu'on a trouvé de vraiment formidable, c'est qu'il y a des élèves qui voyaient des questions pour lesquels ils savaient la réponse et il y a des élèves qui répondent à des élèves. Il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que ça vous fait une personne de moins dont la question a besoin d'être gérée. La deuxième, ça vous permet de valider que le deuxième élève, celui qui répond, a vraiment bien compris, puis qui a vraiment bien acquis puis sa réponse, ça fait du sens. Vous pouvez aussi intervenir, évidemment, si la réponse, ça ne fait pas de sens. Mais l'élève qui explique
on sait pour plusieurs processus cognitifs, on sait qu'au niveau neurologique, ça me demande une compréhension plus élevée d'être capable d'expliquer. Donc, le fait que des élèves s'expliquent entre eux, c'est vraiment un gain qu'on peut avoir. Fait que d'avoir des clavardages de ce type-là, ça peut être vraiment intéressant. Sinon, dans les choses qu'on a utilisées chez nous, beaucoup, c'est les Google Drive, les OneDrive pour avoir des élèves qui puissent travailler sur des choses, puis nous envoyer des photos, puis qu'on puisse les commenter rapidement. On a créé des partages Google Drive l'an dernier, OneDrive cette année depuis on est passé à Teams. On a expliqué aux élèves comment prendre des photos avec des logiciels comme CamScanner ou GeniusScan ou d'autres logiciels du genre. On peut prendre des photos de documents puis ça devient des PDF automatiquement. On peut prendre des photos de quelque chose qu'on a fait, une production. Puis on a développé l'habitude avec les enseignants d'utiliser des logiciels pour annoter. Je pense entre autres à PDF Exchange Viewer qui nous permet d'annoter un PDF. Donc, chez nous, il y a beaucoup de cours théoriques où c'est l'approche qu'on va prendre. Les élèves vont faire un travail, ils vont produire un document, prendre en photo leur document qu'ils ont fait avec un crayon puis un papier, puis le prof peut l'annoter directement. Et donc, PDF Exchange Viewer, puis les partages Google Drive ou OneDrive nous permettent de faire ça. J'entends un micro. Martine, tu voulais-tu... Oui, c'est moi. En fait, tu viens de me donner une idée que j'ai aimée, là. Quand tu dis que vous avez formé les élèves, en Oui, fait, je trouve que c'est une belle initiative de dire on forme nos élèves à justement, peut-être même moi, je prends souvent, j'ai un élève qui va dire, Madame Gaudreau, est-ce que je peux vous filmer pendant que vous faites votre démonstration? Ben, pourquoi pas justement de dire chaque élève, à chaque fois qu'on fait une démonstration, une après l'autre, nous filme, puis on prend ce film-là, puis on le met sur pour former une banque de données et tout ça. Je pense puis avec une bonne formation, une bonne formation avec une formation, puis naturellement pas nous filmer n'importe comment. Je pense que ce serait une belle initiative, ça. tout à fait, tout à fait. Puis j'aime bien l'idée aussi d'un élève qui filmerait une procédure qu'il fait. Pour deux bonnes raisons. La première, ça nous permet d'évaluer s'il a bien acquis sa procédure, si c'est quand même bien l'exécuter. Mais on parlait tantôt de vidéo Ant, puis moi, je vous parlais des vidéos interactives H5P. Il y a plein de petits outils de ce genre-là qui nous permettraient de reprendre la vidéo de l'élève, de commenter les bons coups, mais de commenter aussi les corrections qu'on proposerait. Fait vous vous dites, ah ben oui, l'élève, il fait la procédure, mais il fait des erreurs. Ben oui, mais des fois, d'avoir des contre-exemples, puis qu'on explique pourquoi on ferait autrement, ça aide beaucoup les élèves à être capables de développer leur jugement professionnel, puis apprendre à reconnaître quand ils font des erreurs aussi. Euh, les études neurologiques nous démontrent que les adultes vont apprendre beaucoup par inhibition. Les jeunes apprennent en se faisant dire ça, c'est bien ce que tu fais. Les adultes, un cerveau adulte qui est mature, à partir de 25 ans, mais déjà là, à partir de 20 ans, c'est vrai, 20-25 ans, le cerveau d'un expert va plutôt être capable de détecter rapidement qu'il fait une erreur. C'est ça qui fait un expert dans une procédure ou dans une compétence. C'est celui qui est capable de se rendre compte pendant qu'il est en train de faire une action, qui est capable de se rendre compte qu'il fait une erreur, puis qui est capable de la corriger tout de suite. Et chez les adultes, c'est ça qu'il faut développer le plus au niveau neurologique. Fait il ne faut pas tant leur montrer des bons exemples. C'est important d'avoir des bons exemples, c'est sûr, mais ce qui va faire qu'ils vont passer du mode débutant au mode expert, c'est quand ils vont être capables de détecter les erreurs aussi. C'est là qu'on peut se servir des fois, là, c'est sûr qu'il y a la façon de le faire, là, mais quand on sort des erreurs puis qu'on est capable de les détecter, de les expliquer, de les corriger, c'est là qu'on va les aider à devenir plus experts dans leurs compétences. Donc, euh, il y a des appuis là, scientifiques à cette démarche-là. Une bonne Euh, moyenne de une banque de données en même temps. oui, effectivement, C'est une belle donnée. ben oui, on est plusieurs à filmer, c'est nécessairement, ça donne accès rapidement à plein de choses. Je voyais aussi là, dans le clavardage, avec Teams, on est individualisé, on a des réunions de groupe, on appelle les élèves en conversation privée. Ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai vu se faire effectivement dans certains groupes. Si vous utilisez Teams, ben, vous avez tout le monde qui est dans la même salle. Tout le monde peut échanger, tout le monde peut parler.
Mais effectivement, à partir du moment où vous voulez parler à un élève en particulier, vous avez son nom dans la liste à gauche, bien, vous cliquez sur son nom pour lancer une réunion avec cet élève-là. Puis vous allez tomber dans sa réunion, dans cette conversation-là en privé. Ça va vous sortir temporairement de la classe. Ça va vous donner une conversation privée avec l'élève. Puis quand vous avez terminé, vous fermez votre fenêtre, vous retournez dans la conversation de classe, vous allez avoir le bouton pour rejoindre la conversation à nouveau. Fait qu'on peut alterner les deux. Ce qu'on a trouvé de formidable, nous, quand on a fait des tests, parce que cette année, on a décidé dans notre centre à quelques reprises de se pratiquer à vivre des confinements. Ce qu'on a trouvé le fun quand on l'a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on quittait pour aller dans la conversation privée, puis qu'on revenait dans la conversation classe, les élèves étaient en train de s'expliquer entre eux différents concepts. Donc, c'est vraiment utile. Puis comme on le disait tantôt, des élèves qui s'expliquent, ils sont obligés de mieux comprendre. Puis ça permet de consolider les apprentissages. Puis ça permet aussi d'avoir l'avantage que l'élève explique avec ses mots. Des fois, ça peut être plus facile d'accès quand il utilise un vocabulaire de quelqu'un qui n'est pas expert comme nous, on l'est, évidemment. Voilà. Je vais juste aller regarder ça. J'avais préparé une autre question. Oui, c'est ça. Ce matin, Christian me demande c'est quoi la fonctionnalité dont je parle dans Teams. Ben, en fait, Christiane, dans Teams, puis pour ceux qui ont Teams, vous pouvez créer une équipe avec vos élèves. Puis dans l'équipe, vous allez dans le fil général, dans les publications. Vous voulez que je le présente? Je ne sais pas si je suis capable d'ouvrir Teams rapidement. Je l'avais fermé pour ne pas me faire interrompre parce que mon Teams est très actif. Mais puisque vous me le demandez, je vais aller voir si je peux l'ouvrir. Mais en fait, ouais. Je vais aller l'ouvrir, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer. Je vais aller dans une équipe et je vais partager l'écran. Je vais juste aller dans l'équipe avant, si vous permettez. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas certain que je peux présenter. Là, je suis dans quelque chose que je peux présenter. Excusez. Donc, je vais aller dans mon VIA. J'ai perdu ma fenêtre VIA, ça va pas bien. Ah, ici. Bon. On va y arriver. Partager mon écran. Je crois que vous voyez ma fenêtre Teams. Vous voyez dans Teams, si je lance une réunion, puis que je vais joindre, puis là, j'espère que je ne vais pas foutre le bordel avec ma caméra et mon micro. Oups. Vous voyez ici, là, je suis dans une conversation, puis je vois les gens qui participent. Évidemment, je suis tout seul présentement, mais par exemple, si pendant ma conversation, je voulais parler avec Caroline, je passe ma souris au-dessus de la passée de Caroline, puis j'ai la petite fiche qui se présente de Caroline. Puis à ce moment-là, j'ai juste à aller glisser sur la caméra et à cliquer. En cliquant, je ne le ferai pas présentement, mais en cliquant, je partirai une communication privée avec Caroline. Il y a une nouvelle fenêtre qui apparaîtrait. Puis dans la fenêtre qui est en arrière, qui est la fenêtre de classe, j'aurai un écran noir avec la liste des participants, puis un bouton qui serait, au lieu de quitter, qui serait rejoindre à nouveau la classe. Fait que c'est deux fenêtres différentes, puis je peux passer d'une à l'autre. Fait que je ne sais pas si c'est clair pour Christiane, puis pour Audrey, puis pour d'autres personnes, là, mais c'est un peu comme ça que je présenterais, que je ferais ça pour arriver à passer d'une conversation privée à une conversation de groupe. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si c'était pas clair, vous me le direz, puis écoutez, on essaiera de trouver une façon de se reparler plus tard pour voir comment ça fonctionne. Bon, en tout cas, là, j'ai au moins des gens qui m'ont dit, qui ont compris. Tant mieux, tant mieux. Je suis un peu déçu parce que si j'avais su que j'étais pour parler tout seul, j'aurais préparé du matériel un peu différemment, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Puis, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste aller, j'avais aussi préparé
une autre question dans Mentimeter. Je vais juste aller la rechercher. Parce que c'est ça. Je vais aller fermer la question. Aimez-vous les visioconférences? Parce que j'ai vu que vous aimiez ça plus ou moins. C'est sûr que la visioconférence, ça nous ajoute un stress supplémentaire, ça nous ajoute des choses plus complexes à faire, c'est sûr. Qui m'a dit que je suis rempli de ressources? Ouais, c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé avec vous autres cet après-midi, mais on s'en reparlera une autre fois. Je, je vous invite. Attendez, faut que ça. Martin, tu t'es pas présenté, dans le fond. On te connaît trop maintenant. Ah! Je vais aller. Écoutez, à 3h15, on prendra le temps de jaser de qui je suis, puis on me présenterai. Mais pour tout de suite, je vais vous amener à une autre question de Mentimeter. Ce matin, dans la présentation de M. Charland, on a présenté une diapo. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'évidemment, mon partage d'écran, ce n'est pas l'idéal. Il nous a présenté une diapo que j'ai décidé de vous ramener, qui disait les 3 conditions essentielles pour l'apprentissage en ligne. Donc, il parlait du bien-être de l'apprenant, il parlait de l'engagement, puis des 4 C, donc le contenu, la collaboration, la saine compétition et la création. Puis il parlait de la rétroaction. Ma question est simple. Je voulais voir avec vous, parmi les conditions, vous allez dans menti.com, comme tout à l'heure, pour entrer le code 79 82 89 3, puis vous me dites lequel, selon vous, est plus un défi. On a déjà des gens qui commencent à répondre. Rétroaction. Mais je vous laisse aller. Puis pendant ce temps-là, Marie-France qui écrit comment on fait des équipes de travail, des sous-groupes dans un groupe déjà construit. Il y a 2 façons de le faire, Marie-France, dans Teams. Effectivement, la possibilité de créer des canaux privés. C'est un peu plus complexe, mais ça se fait. Sinon, c'est de passer par les clavardages. Je vous réponds brièvement. Je pourrais vous revenir avec des procédures plus complexes, mais je pourrais aussi vous suggérer fortement, pour avoir assisté encore ce matin à une présentation des récits, vous rappeler qu'on a des gens au récit en formation professionnelle qui peuvent vous donner des formations. Ce matin, on avait M. Munier qui était avec nous, qui donnait des formations, puis qui rappelait aux gens que le récit, ben, en fait, c'est gratuit. C'est un service que le ministère offre aux enseignants puis au centre. N'hésitez pas à faire affaire avec eux pour des formations sur Teams si vous voulez être plus en détail. Mais en gros, Marie-France, pour des équipes de travail, euh, il y a la possibilité des canaux privés où vous choisissez les élèves qui en font partie, mais là, ce serait des équipes qui seraient fixes et qu'on ne pourra pas changer. Sinon, ben, c'est de créer des conversations puis d'inviter des élèves en particulier. Je vois ici là, dans la question sondage que je vous ai proposée, après 40 réponses, que c'est un peu les 3 qui est un défi pour vous, mais peut-être un peu plus l'engagement, c'est sûr. Le bien-être de l'apprenant puis la rétroaction sont un petit peu moins ressortis. Mais là, j'ai 42 votes. Vous êtes 135, 139, je pense, inscrits. Donc, il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'avaient pas encore voté. Ou il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en train de faire un lavage pendant que je parle, parce qu'on ne sait jamais ce que vous faites quand on est dans une visioconférence comme la nôtre. OK, ben je voulais revenir sur ces points-là, parce que je trouvais que c'était... Là, j'improvise aussi parce que c'était pas prévu, mais l'engagement, je reprends un peu des concepts qui ont été vus ce matin, mais j'ai trouvé important. Euh, pour ce qui est des approches pour apprendre le contenu, ben, il faut les varier. Une des choses qui est bonne ben, à travers toute la situation qu'on vit présentement, c'est toute l'obligation qu'on a de varier nos stratégies. On est obligé de trouver des stratégies différentes parce qu'on est à distance.
Ça aurait été le fun de varier nos stratégies sans avoir une maladie puis un confinement, mais n'empêche que de varier nos approches. Fait qu'une journée, une présentation d'un type, une présentation d'un autre type une autre fois. On sait que la variation des approches vont aider beaucoup à engager les élèves, ils vont beaucoup avoir d'influence sur leur motivation. On avait aussi, pendant plusieurs années, parlé des visuels, des auditifs, des kinesthésiques, mais les récentes études nous démontrent que finalement, c'est une erreur dans la façon d'expérimenter ça, qui a fait que pendant plus de 60 ans, on suggérait fortement de tenir compte des visuels ou des auditifs. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'enseignant qui tenait compte des visuels, puis après ça, qui tenait compte des auditifs, puis après ça, des kinesthésiques, ben, il prenait trois approches différentes avec les élèves. C'est bien plus ça qui faisait que ça avait de l'impact. On se rend compte que si le prof a trois stratégies visuelles ou trois stratégies auditives, il va avoir autant de résultats que si quelqu'un fait une approche visuelle, une approche auditive puis kinesthésique. C'est la variété des approches qui vont aider à l'engagement puis qui vont aider nécessairement après ça aux apprentissages. Mettre en place des moments de collaboration. On est dans une époque où on a parlé beaucoup de socioconstructivisme. Le socioconstructivisme, il repose beaucoup sur les échanges. On se rend compte qu'à chaque fois que j'explique quelque chose, à chaque fois que je pose une question, à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, je suis obligé de comprendre plus le concept dont je parle. Si je fais juste lire, je peux avoir l'impression de l'avoir compris, mais à partir du moment où je formule une question ou que j'explique à quelqu'un quelque chose, il faut vraiment que je l'ai bien compris. Donc, le fait d'avoir des moments de collaboration, ça aide énormément aux apprentissages et ça aide beaucoup à l'engagement et à la motivation. La saine compétition, bon, ça c'est quelque chose aussi qu'on sait maintenant par plusieurs études dans les 20-30 dernières années. Le fait d'avoir un petit challenge, d'avoir un petit défi, va beaucoup aider les élèves à se motiver, mais il faut que ce soit une compétition qui est saine. Il ne faut pas que ce soit quelque chose où je pourrais me retrouver dans un sentiment où je suis vraiment pas bon. En particulier, quand on est dans nos élèves adultes, souvent ils se retrouvent chez nous parce qu'ils ont vécu des difficultés à l'école, puis parce qu'ils se sentaient jugés à l'école. Fait qu'il faut essayer de faire attention, de ne pas les mettre dans ces situations-là. Donc, il faut s'arranger pour avoir une compétition qui est saine. Et ne pas oublier la création, ben c'est ça. Quand les élèves créent des choses, quand les élèves font appel à leur création, ils sont obligés là aussi d'apprendre. Nécessairement, quand ils créent quelque chose qui fait du sens pour eux. Puis quand on se disait ce matin, c'était l'importance d'avoir du sens pour qu'il y ait des apprentissages, ben, la création sous-tend l'idée qu'il y a du sens dans ce que je fais aussi. Fait que, au niveau de l'engagement, euh, il faut que j'essaie de trouver des façons de les amener à être créatifs. On va éviter d'avoir un même produit à produire dans un atelier. On va essayer de laisser un peu de place à la créativité aux élèves idéalement. Oui, je pense que c'est ça. Je viens de voir il y a une question sur les présentations. C'est ça, par défaut, toutes les présentations étaient enregistrées. Donc, vous devriez avoir accès à la présentation, comme l'a dit Martine. Je vois qu'il y a Annick qui demandait, on ajoute un canal, on met qu'un certain membre dans le canal. Oui, bien, si on crée un canal, on revient dans Teams, là. Si on crée un canal et qu'on veut choisir des élèves, il faut, dans la première étape, quand on crée un canal, on nous demande si c'est un canal public ou privé. Il faut choisir un canal privé. À ce moment-là, on va nous permettre de choisir qui sont les élèves qui en font partie. Ben oui, Christiane, tu disais que tu as un peu assisté à la rencontre sur l'engagement. Ben, c'est un peu aussi de la même façon que je vous dis là que c'est important de pouvoir discuter de différents concepts pour mieux les assimiler. Je m'étais dit ce matin en voyant cette diapo-là que ce serait une bonne idée d'en rediscuter. On n'en discute pas tellement, c'est plus moi qui en parle, mais n'empêche que ça devrait quand même vous aider à consolider ce qui a été dit dans cette présentation-là. Je vais quand même parler rapidement du bien-être de l'apprenant et de la rétroaction parce que même s'ils ont un peu moins été choisis dans votre vote, ils sont quand même importants, je pense, pour l'apprentissage. On sait vraiment là, par plusieurs études que, comme ça a été dit un peu ce matin, il me semble que c'est M. Chardin qui l'a dit comme ça. Tu sais, si l'élève vit quelque chose de difficile, l'élève vit quelque chose de difficile, s'il vit quelque chose qui le préoccupe, si il se sent pas bien, on sait qu'il va moins bien mémoriser tout ce qu'on va pouvoir y dire, tout ce qu'on va pouvoir y montrer. On a plusieurs études neurologiques qui ont démontré que tout ce qu'on apprend quand on est dans une attitude négative, on le retient moins bien. D'où l'importance de s'assurer qu'on a une ambiance là, assez agréable dans la classe.
Puis ça prend pas grand-chose pour que quelqu'un se sente rapidement bien accueilli dans un local. Puis je vous donne l'exemple que j'ai utilisé à quelques reprises. J'ai donné des cours à l'université. Je me faisais un point d'honneur. J'avais une collègue qui, elle, dès le premier soir, avec 70 étudiants, connaissait le nom des 70 étudiants par cœur. Puis j'avais demandé, mais comment tu fais? Puis elle m'avait dit, ben, j'apprends ma liste de présence avant le premier cours. Bon, je vous dis pas de pousser comme elle le faisait, mais je vous dirais que je l'ai fait moi beaucoup. Et je l'ai fait donc avec des groupes de 55, 60 étudiants à l'université, de me forcer à prendre leur nom pour le premier soir, le deuxième soir. Fait que, habituellement, dans 2, 3 semaines, je pouvais nommer tous les gens par leur prénom. Et c'est fou comment les gens se sentaient tout à coup comme si on avait une relation privilégiée. C'est important de connaître vos élèves, c'est important de connaître leur nom, la base, là. Puis après ça, d'avoir un petit peu de savoir qu'un s'intéresse au hockey, savoir que l'autre veut se partir une entreprise, de savoir qu'il y en a un de connaître un peu vos élèves, puis de créer ce lien-là, ça vient tout de suite le mettre dans une disposition. Il se dit, je suis pas juste un numéro, je suis quelqu'un qui compte pour mon prof. Puis quelqu'un qui a ce sentiment-là qui compte pour vous, il va vous en donner plus. C'est pas lui qui va vous déranger dans la classe. Il vous les mettra jamais dans une situation où vous allez avoir de la misère à faire votre gestion de classe parce que vous avez créé une relation avec. Ah, on voit que Rosanne, elle a eu le cours avec André. C'est d'André Landreville que je parlais, effectivement. Euh, donc, le bien-être de l'apprenant, là, c'est vraiment important. Mais je ne vous parle pas non plus de. Il faut faire attention de ne pas tomber dans une relation d'aide, là. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut être dans une relation pédagogique. Donc, je me préoccupe de ce que tu vis, je me préoccupe de ce que tu penses, mais pas au point de commencer à écouter tes problèmes puis à faire de la psychologie. Mais c'est super important donc de s'assurer de prendre contact avec nos élèves, surtout à distance. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les formules que les gens proposent où, en début de rencontre, on jase avec tous nos élèves, on prend des nouvelles, on crée le contact, puis après ça, on enchaîne avec nos contenus de cours. Ça, je trouve que c'est vraiment une approche gagnante. Au niveau de la rétroaction, c'est drôle parce que j'ai une amie avec qui je parlais hier parce qu'elle prépare une présentation dans un autre colloque sur la rétroaction. C'est excessivement important la rétroaction. Puis comme je disais, c'est fou comment on le sait quand on enseigne des choses dans la vie de tous les jours, mais on finit par l'oublier quand on est dans l'académique. Puis l'exemple que je donnais, c'est quand vous avez vos enfants à qui vous voulez montrer à faire du vélo, ben, vous les embarquez sur un petit vélo, vous mettez des petits trous à côté pour qu'ils puissent pédaler. Ils commencent à pédaler. Vous les voyez qui penchent un petit peu à gauche. Je leur dis tout de suite, hey, hey, attention, tu penches un peu à gauche. Faites une rétroaction pour qu'ils s'ajustent tout de suite. Vous n'attendez pas qu'ils soient rendus de l'autre bord de la rue pour lui dire, hey, je le savais, là, 5 minutes, tu s'en allais de l'autre bord de la rue parce que tu penchais à gauche. Vous réagissez rapidement, puis il est capable de se corriger, puis il est capable de bien faire tout de suite. C'est la même chose pour nos étudiants qui sont en classe. Puis ils ont besoin de savoir rapidement qu'ils font bien. Et l'autre exemple que j'ai en tête pour avoir accompagné des nouveaux enseignants, ça a été mon sujet de maîtrise, les nouveaux enseignants. Les nouveaux enseignants, quand on leur demandait qu'est-ce qui leur avait manqué les premiers jours, ben, plusieurs m'ont dit, ben, moi, la première journée, quand je l'ai fini, j'aurais aimé ça que mon directeur vienne me dire qu'il était content de mon cours ou qu'il soit venu voir qu'est-ce que ça avait l'air. On a besoin de rétroaction quand c'est pour nous. On a besoin de rétroaction dans plein de situations. Puis malheureusement, dans l'académique, la façon qu'on se fait enseigner souvent à l'université, on finit par oublier l'importance de la rétroaction, mais très important de faire des rétroactions. Je ne peux pas pousser parce que je n'ai pas le temps ici, mais il y a des documents qui pourraient être intéressants à aller consulter sur les types de rétroactions. Donc, il y a des rétroactions qui vont être plus au niveau de oui, tu as bien fait ou non, il faudrait que tu corriges telle chose. Mais il y a des rétroactions aussi sur oh, tu as bien réussi. Comment tu t'es pris comment tu t'y es pris pour le faire? De leur faire nommer ce qu'ils ont fait. On parle de rétroaction métacognitive, de les amener à réfléchir sur ce qu'ils ont fait pour arriver à réussir une tâche ou réussir une production. Ça les amène à prendre conscience de ce qu'ils font bien, puis d'être capable de le répéter. Fait qu'il y a vraiment différents types de rétroaction. Mais clairement, ça prend de la rétroaction. Puis pour plusieurs d'entre vous là, qui soit faites ou allez faire des cours à l'université bientôt, vous savez à quel point quand vous remettez un travail, vous avez hâte d'avoir votre correction. Puis vous savez à quel point quand votre prof vous dit ouais, j'ai pas le temps de corriger, ça va aller à la semaine prochaine, comment c'est décevant. Ben oui, la rétroaction, c'est vraiment important pour la motivation de vos élèves. C'est que le plus possible, on va essayer de se trouver des façons, quand on est en enseignement à distance,
de rétroagir sur ce que les élèves font, sur les productions qu'ils vont faire. Fait que là, ça dépend évidemment de ce que vous enseignez, mais essayez de penser quand vous pensez à une activité qu'ils vont faire chez eux, comment ils pourraient vous envoyer ce qu'ils ont fait, puis comment vous pourriez le commenter. C'est vraiment important au niveau de la rétroaction. Oui, Nathalie, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup apprécié côtoyer André. J'ai eu la chance de travailler avec elle, c'est vraiment une grande dame. Si vous avez quelqu'un me dit ils ont des canaux par enseignant, créer des réunions sans inviter les élèves se joignent à un horaire. Oui, ben, c'est une des façons de faire, mais effectivement, vous pouvez aussi créer des réunions à la limite par groupe. Ça peut se faire aussi d'inviter les élèves en créant des réunions par groupe. Mais encore une fois, pour Teams, n'hésitez pas à aller faire affaire avec les gens du récit. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent, il y a beaucoup de capsules qui sont déjà montées. Et il y a beaucoup de gens aussi qui pourraient vous accompagner pour le faire. Fait que, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite fortement à faire au niveau technique. Je vois qu'il est déjà 15h11. Que, ce que je retiens de notre heure et quart, c'est qu'on j'ai entendu plein de choses que je savais déjà parce que je connais le gars qui en parlait. On n'a pas eu autant d'occasions d'échanger que j'aurais souhaité, mais bon, on a quand même pu voir dans le document, puis je peux retourner le voir depuis tantôt, plusieurs trucs que vous utilisez déjà. Puis je vais être franc avec vous, il y a des choses que je connais évidemment, mais il y en a plein que je ne connais pas. Je vous suggère de prendre de garder le lien vers mon document pour avoir les courriels des gens qu'ils ont partagés déjà, puis aller voir ce qui se fait ailleurs. Puis je vous encourage fortement, compte tenu qu'on n'a pas eu la chance d'échanger comme on aurait pu, euh, je pense que c'est important dans la situation actuelle de pouvoir échanger entre vous. Fait que si vous voyez quelqu'un qui utilise quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous écrire les uns les autres et à vous mettre en contact les uns les autres pour pouvoir apprendre. Les échanges, là, c'est vraiment important. Je pense qu'on est dans une situation actuellement où on ne peut pas se permettre de travailler tout seul de son bord et de mettre toutes nos énergies tout seul de notre côté. Fait que c'est vraiment important de trouver une façon de rentrer en contact avec les autres. Une journée comme aujourd'hui, c'est une belle occasion. Normalement, en présence, sur l'heure du dîner, vous auriez rencontré des gens, vous auriez appris à connaître des nouvelles personnes. On n'y a pas pu y arriver comme ça. Mais le document collaboratif que je vous ai proposé, ça reste une des façons de le faire parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté de mettre leur adresse courriel là-dedans. Bon, si vous ne voulez pas qu'on vous contacte, dépêchez-vous d'aller enlever votre adresse, mais je pense que tout le monde est gagnant dans ces échanges-là. Comme on l'a dit pour nos élèves qui apprennent en échangeant par le socio-constructivisme, on est aussi des élèves présentement parce qu'on est encore en train d'apprendre. Puis en tout cas, j'espère que vous êtes dans votre carrière enseignante, peu importe où vous êtes, que vous êtes toujours en train d'apprendre, puis que vous êtes toujours ouvert à apprendre. Mais je crois que les échanges sont vraiment quelque chose d'important pour continuer d'apprendre. Je regarde rapidement. Pour l'aide dans Teams, là, je vous disais, c'est les récits en FP. Si vous faites une recherche Internet avec récits FP, vous allez avoir des noms de gens qui sont là-dedans. Puis dans la présentation de 11h ce matin, il y avait Jean-François Meunier. Si vous cherchez Jean-François Meunier, récit, vous allez sûrement avec lui être capable de retrouver quelqu'un qui pourrait vous donner des formations pour vous aider. Télécharger le document. Oui, je voyais ça. Ben, pour télécharger le document, quand vous êtes dans un document Google comme celui-là, si vous allez dans le menu à gauche Fichier, vous allez avoir l'option Télécharger. Vous allez pouvoir le télécharger en format Word si vous voulez le modifier ou en format PDF. En tout cas, vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Donc, dans Fichier, Télécharger. Moi, je vais laisser le document en ligne là, pour les prochaines semaines. Fait n'hésitez pas à retourner voir le document. N'hésitez pas, comme je vous disais, à écrire à d'autres personnes pour échanger. On invite aussi les gens à revenir sur le lien de ce matin pour le mot de la fin de Louise. On est-tu déjà rendu là? Ben oui. Ben merci tout le monde en tout cas d'avoir été là. J'aurais aimé ça vous parler plus. Ben non, c'est pas vrai. J'aurais aimé ça vous entendre plus. Je vous ai parlé pas mal. Mais si vous avez des questions, allez les écrire dans le document collaboratif. Je vais aller mettre mes coordonnées moi-même dans le document. Puis sinon, ben effectivement. Un bon improvisateur. Oui. Oui. Merci pour tout. C'était très bien.
C'est un plaisir. On se revoit dans la grande salle. Vous avez le lien, hein, je pense, de ce matin. Fait qu'on va se revoir là dans quelques minutes. Dans le clavardage, c'est le lien de ce matin, mais ils viennent de le recevoir aussi par courriel. Voilà. Je vais quand même rester dans la salle pour voir les commentaires, mais merci aux gens. Il y a beaucoup de remerciements et ça me fait vraiment plaisir. Je vois plus de questions vraiment, mais je suis vraiment content d'être pouvoir passer un peu de temps avec vous cet après-midi, puis tant mieux si on peut être un peu pertinent dans nos échanges. Tant mieux. Vous, Madame Gaudreau, toujours avec moi? Oui, je suis toujours là. C'est vraiment 15h15 qu'il fallait changer de salle? Il me semblait qu'il y avait un petit délai entre les deux, hein? C'est vraiment là à 15h15 qu'il faut y aller OK. pour le mot de la. Fait que je te laisse parce qu'il faut que je m'en aille dans l'autre lien. Ouais, vas-y, je vais juste rester parce que je vois qu'il y a encore quelques messages puis quelques personnes qui sont connectées, mais je vous rejoins bientôt. Je vais juste redire que c'est le lien de ce matin. J'ai encore des appels. Le lien de ce matin pour retourner au mot de la fin. Donc, les gens vont rechercher leur courriel pour le message de ce matin. J'ai 10 minutes dans le clavardage. Je vais passer une. Ben, bye Martin, on s'appelle. Parfait. Je vois que Widad demande le lien pour le document. Je pense qu'on parle du document que je vous ai. On parle du document actuel. Je vais remettre le lien dans le clavardage. J'ai fait un raccourci d'URL pour que ce soit facile à retenir. Donc, tiny.cc /jpnfp-501. Vous avez le temps de le noter. Ça devrait être. C'est plus court que le long, le long URL avec le document direct. Merci Claude. Tant mieux si ça peut être utile, tellement dans une période un peu spéciale. Il faut qu'on soit le plus utile possible. Ah, il y avait un autre commentaire plus haut. Je vais aller voir ça. Je pense que je peux télécharger le clavardage. Ouais, c'est ça. Je vais aller copier le clavardage dans mon document Word, puis je vais aller relire ça plus tard. Et puis Claude, je ne sais pas si j'ai votre courriel quelque part dans le document, mais jamais, si jamais c'est pas fait, vous pouvez aller l'ajouter, puis comme ça, je pourrais aller voir, pour se réécrire s'il y avait quelque chose à répondre par rapport aux commentaires. Je vais essayer de le retrouver. Ah oui, ok, je viens de voir le message pour les commentaires et les conseils. Ben, on essaie d'être utile dans ces circonstances.
Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais probablement qu'ils ont juste oublié de fermer leur caméra ou de se déconnecter. Je vais aller à l'autre salle. Bonne journée.